On a beaucoup de rumeurs en ce moment sur la vente de Warner et donc par conséquent de DC, puisqu'on sait que Warner a énormément de grosses licences. Pour les rappeler, on a déjà toutes les licences HBO Max qui appartiennent à DC Discovery. On a également donc DC, à Warner Discovery, on a DC, on a Le Seigneur des Anneaux, on a Harry Potter, j'en oublie sûrement, il y en a énormément, énormément de grosses licences détenues par Warner, mais le problème c'est que Warner est extrêmement endetté. Il y a des gros mouvements qui se font actuellement. Et en fait, pourquoi cette histoire est assez intéressante, on va le voir, on va le relier, c'est parce qu'en gros, il y a une espèce de jeu qui a l'air de se jouer en coulisses, notamment avec Zack Snyder, qui, ces derniers temps, poste énormément de contenu de sa Snyderverse. On va aller voir ça. Et qui, moi, en fait, avant qu'on entende parler de tout ça, il doit savoir qu'en coulisses, il se passe quelque chose, et ça veut rien dire de spécial en tant que tel, mais ça quand même, ça met un petit doute, hein, on va pas se mentir. Donc quand on regarde l'Instagram de Zack Snyder, on voit que dernièrement, il a posté pas mal de différentes photos, notamment avec toujours des petits commentaires un peu étonnants. Hein. Henry Cavill is Superman, genre, histoire de nous dire, il y en a qu'un, c'est celui-là. Bon, écoute, why not? Et ensuite, il nous a posté une image de Deathstroke, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, Deathstroke, où en gros, il fait des photos avec son appareil photo, et également une photo de One of My Favorite Batman photos. Donc, l'idée pour lui, c'est d'essayer de relancer une espèce de hype là où normalement il n'y en a plus. Bon, d'accord, normalement, on a, un nouveau DCU dans lequel on doit mettre tous nos espoirs, entre guillemets, parce que en tant que fan de DC, l'idée c'est que ce qu'est en train de faire James Gunn est quand même intéressant. On va créer un nouvel univers interconnecté, on aime, on n'aime pas, peu importe. Mais voilà, il y a Zack Snyder qui joue ce petit jeu et on se posait tous la question de pourquoi, Zack? Pourquoi? Eh bien, on a notre réponse, puisque on a plusieurs propositions qui ont été faites. On va lire un petit peu deux articles, l'un de Variety et l'autre de The Hollywood Reporter, pour comprendre ce qui se passe. Alors, on sait que, si je dis pas de bêtises, c'était Paramount ou Universal, je sais plus, qui avait fait une offre et qui avait été refusée en disant non merci, c'est pas assez cher. Voilà, en gros. Attendez, on va zoomer un petit peu. Voilà. Et en fait, Warner est un peu revenu là-dessus en disant qu'elle évalue les offres d'acquisition de plusieurs parties. Alors peut-être avant de faire ça, on a Miss Movie qui nous a fait un petit post intéressant là-dessus pour mieux comprendre comment ça fonctionne. On va se le lire. Hop. Stop au titre putaclic, c'est juste que tu cliques et ton com rapporte de l'argent aux médias qui essaient de te bidouiller l'info. On va voir que c'est pas si vrai que ça. Non, Warner Bros. Discovery n'est pas vraiment à vendre. Je t'explique en détail. Warner Bros. Discovery est composé de deux entités, les franchises cinéma et streaming de Warner Bros. Et les chaînes de télévision classiques de Discovery. Depuis plusieurs semaines, les deux entités sont en procédure de division l'une de l'autre. Alors, il faut savoir que vous avez vu, hein, on a notamment HBO Max qui a changé de nom 50 fois. Ils sont en train d'essayer de trouver une manière de mieux fonctionner. Pourquoi? Afin de transférer la dette de Warner Bros. À Discovery. Warner serait donc libéré de tout endettement qui sera repris par Discovery pour les lui rembourser. La procédure a attiré l'attention de parties externes qui se sont manifestées avec la volonté d'acheter le pack Warner Bros. Discovery. Ce n'est pas le studio qui a été mis en vente, mais des acheteurs ayant manifesté leur volonté d'acquérir le studio. Donc ça, c'est la situation de base. Ça a un peu changé depuis. Face à cela, Warner Bros. Discovery confirme étudier la possibilité de vente parmi d'autres scénarios possibles afin de déterminer lequel sera le plus judicieux. Concrètement, voici les scénarios possibles. Poursuivre la procédure déjà entamée de division des deux entités. Donc, comme elle a dit, en gros, Warner Bros. Discovery, qui a été rassemblée il n'y a pas si longtemps que ça, hein, a une énorme dette. Et donc, l'idée, ce serait de diviser ces deux trucs, donc la partie télé et la partie studio streaming, pour pouvoir transférer la dette de Warner Bros. À Discovery, histoire de libérer un peu le studio qui va de mieux en mieux et qui a fait face ces 10-15 dernières années à quelque chose d'assez... Enfin, ils ont eu des très mauvais résultats et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Poursuivre la division, puis vendre les deux entités séparées, ce qui est possible, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux diviser et vendre toute la télé ou juste le studio.
et d'ailleurs, c'est peut-être souvent ça hein, qui est lié, c'est-à-dire qu'en gros, si vous séparez les deux et que vous avez une entreprise qui est clean et l'autre qui est un peu sale, vous pouvez vendre la clean plus facilement. Warner Bros. Discovery confirme que même s'ils étudient la possibilité de vente, ils restent convaincus que la simple division des deux entités reste la meilleure solution. Ils continuent donc jusqu'à nouvel ordre de la procédure. Tout est possible, affaire à suivre. Et c'est ce qu'on va aller voir. Parce que, comme elle dit que c'est des petites putaclics, mais non, finalement, parce qu'en fait, ils sont bien quand même en train d'évaluer la chose et on sait depuis des années que Warner pourrait être en vente, ce qui est absolument pas une... Oh non. Ce qui est absolument pas une bonne idée, étant donné que déjà, quand on voit que le marché commence à se réduire, puisque les énormes studios, il y en a pas 50, hein, on peut dire qu'il y a Paramount, Universal, Warner, il y avait la Fox, Disney, et Sony est un plus petit studio. On peut pas le définir comme un vrai gros studio hollywoodien. Donc, Warner Bros. Discovery examine des alternatives stratégiques à la lumière de l'intérêt non sollicité qu'il a reçu de plusieurs parties pour l'ensemble de la société et pour l'entité autonome de streaming et de studio Warner Bros., a déclaré mardi le conglomérat médiatique. Warner Bros. Discovery n'a pas précisé quelles entreprises avaient fait des propositions de fusion et d'acquisition. Cette annonce intervient alors que Paramount Skydance, dirigé par son PDG Davis Ellison, poursuit un important projet d'acquisition de Warner Bros. Donc eux, c'est vraiment ce qu'ils veulent. Donc, on est sur la Paramount. Discovery, dans son intégralité, ces dernières semaines, Warner Bros. Aurait rejeté l'offre de $20 par action de la Paramount, la jugeant trop basse. Mardi matin, le conseil d'administration de Warner Bros. Discovery a rejeté une offre majoritairement numéraire de près de $24 par action. Alors, il y avait les chiffres, ils vont sûrement nous les dire, hein, ce que ça représente en tout. Suite à l'annonce de Warner Bros. Discovery, l'action de la société a bondi de 10% dans les échanges matinaux, à plus de $20 par action. Donc en gros, à savoir que possiblement ça pourrait se faire racheter, eh bien, ça a fait au final grimper l'action à bien plus que ce qu'on lui a proposé. Donc ils savent que, au final, peut-être c'est un jeu de dupes, on ne sait pas. Warner Bros. Discovery poursuit la scission annoncée de Warner Bros. Et Discovery Global, dont la finalisation est prévue pour avril 2026. Parallèlement, le conseil d'administration a annoncé avoir lancé une étude des alternatives stratégiques afin d'optimiser la valeur actionnariale. Donc c'est un peu ce que nous disait Miss Movie. Dans le cadre de ce processus, le conseil d'administration de Warner Bros. Discovery évaluera un large éventail d'options stratégiques, parmi lesquelles la vente de l'ensemble de l'entreprise ou des transactions distinctes pour ses activités Warner Bros. Et ou Discovery Global. Dans le cadre de cet examen, la société envisagera également une structure de séparation alternative, blablabla. Ok. Nous continuons à faire des progrès importants pour positionner notre entreprise afin de réussir dans le paysage médiatique en constante évolution d'aujourd'hui, en faisant progresser nos initiatives stratégiques, en ramenant nos studios au leadership de l'industrie et en développant HBO Max à l'échelle mondiale, a déclaré David Zaslav, qui est le président général de Warner Bros. Discovery. Il n'est pas surprenant que la valeur significative de notre portefeuille soit de plus en plus reconnue par les acteurs du marché. Suite à l'intérêt manifesté par de nombreux acteurs, nous avons lancé une analyse approfondie des alternatives stratégiques afin d'identifier la meilleure voie à suivre pour exploiter pleinement la valeur de nos actifs. On parle quand même de valeur d'actifs. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a, mine de rien, je veux dire, il n'y a pas eu un rejet en disant non, mais notre business va bien, laissez-nous tranquille. Je pense que quoi qu'il arrive, le business du cinéma a l'air d'être un business ultra rentable, sauf que dans l'ère aujourd'hui du streaming, du fait que de moins en moins de gens vont au cinéma, il y a forcément une volonté de potentiellement se dire c'est peut-être le moment de sortir, les gars. À savoir qu'on se rend pas compte, mais Paramount et Universal, qui est aussi intéressé, sont des gigantesques studios, même si on a l'impression d'en entendre moins parler, parce qu'en fait, ils n'ont pas enfin, si, ils ont des grandes licences. On peut penser à James Bond, par exemple, ou Fast and Furious. Mais en fait, c'est vrai qu'on parle souvent, nous, sur les chaînes, en tout cas, de Warner et de Disney, parce que ils ont les licences qui parlent aux geeks, on va dire. Mais attention, il y a une énorme manne financière des autres côtés. Samuel Piazza Jr., président du conseil d'administration de Warner Bros. Discovery, a déclaré dans un communiqué « Notre décision d'engager cette analyse souligne l'engagement du conseil d'administration à étudier toutes les opportunités afin de déterminer la meilleure valeur pour nos actionnaires. » Encore une fois, on parle de valeur. Donc, on parle de possiblement revendre. Je veux dire, si le but, c'est juste de continuer, il n'y a pas d'histoire de valeur, on s'en fout. Nous restons convaincus que notre projet de scission visant à créer deux sociétés de médias distinctes et de premier plan créera une valeur significative. Cela étant dit, nous avons décidé
que ces mesures visant à élargir notre champ d'action sont dans l'intérêt de nos actionnaires. Actionnaires. Warner Bros. Discovery a déclaré qu'aucune date limite ni aucun calendrier définitif n'avait été fixé pour l'achèvement du processus d'examen des alternatives stratégiques, hormis la transaction de séparation déjà en cours, dont la finalisation est prévue pour avril 2026. Rien ne garantit que ce processus aboutira à une transaction ou à un autre résultat. Ils sont totalement dans l'intérêt de dire ça. Il faut savoir que là, on est clairement dans un jeu de dupes. Vous l'achetez? Ouais, bah regardez, nos actions, elles montent. Bon, on va faire une analyse pour voir combien ça vaut exactement. Après tout, nous, on n'est pas vendeurs, blablabla. Bon, on a vu exactement la même chose à l'époque où Disney disait racheter la Fox. Même à l'échelle nationale, quand TF1 a dit vouloir racheter M6, on était exactement dans la même chose. Sauf que ça prend du temps. Par exemple, chez nous, TF1 et M6, et je suis bien placé pour le savoir parce que TF1 avait racheté l'ancienne boîte que j'avais montée. En gros, ils ont été dans un problème de concurrence. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait trop de monopoles s'ils achetaient M6 et qu'ils gardaient tous leurs actifs. C'est pour ça qu'ils ont vendu à des coûts ridicules la plupart de leurs actifs, notamment digitaux, pour pouvoir, ne serait-ce que prétendre à pouvoir faire une offre. Bon, c'est du business. J'avoue que c'est pas le truc qui veut vendre le plus de rêves. Mais James Bond, c'est Sony? Non, c'est vrai? Sony, en effet. Je savais pas qu'MGM avait été racheté par Sony. Ok, autant pour moi. Dans son annonce, Warner Bros. Discovery a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de faire d'autres annonces concernant l'examen des alternatives stratégiques, à moins que, et jusqu'à ce que le conseil d'administration approuve une transaction spécifique, ou détermine par ailleurs qu'une divulgation supplémentaire est appropriée ou nécessaire. Voilà. Donc, comme vous le voyez, blablabla, bullshit. Je ne sais pas si ça vaut le coup de lire le deuxième article, étant donné que je pense qu'ils vont traiter du même sujet. Il n'y a pas de limite pour cet examen, nanana. Il faut dire qu'ils ont quand même une belle boîte, hein. En vrai, quand tu regardes HBO Max, ce que ça vaut, quand tu regardes les licences, quand tu regardes les... ils ont sorti quand même cette année, même en film indépendant, des très très bons films, hein. Quand on regarde les releases de 2025... Tac. On a l'Héros Rim de fin d'année, ça n'a pas trop marché, mais on a Mickey 17 qui était quand même un bon film, quand même du réalisateur coréen. Euh, mm, mm. Non, on va pas dire ça. Minecraft, énorme carton. Sinners, énorme carton. Destination Finale, je sais pas si ça a été un carton, mais je crois que pour un film d'horreur, a été pas mal. F1, Superman, Weapons, qui a cartonné aussi. Enfin, et ils finissent l'année avec Conjuring, Une bataille après l'autre. Bon, ça, c'est un film qui va sûrement, possiblement gagner un Oscar, mais qui ne rapporte pas tant que ça. Bref, il y a de quoi faire quand même. Ils ont une très très belle année. Mickey 17 a flop, mais bien sûr, mais après, il y a quand même cette idée que ils ont. Enfin, tu sais, il y a toujours le succès d'estime et le succès en salle. Et en fait, sur la même année, t'as quand même Mickey 17, Une bataille après l'autre, Sinners, qui sont des réels, voire même F1, qui sont des réels succès d'estime. Et après, t'as des trucs comme Minecraft, t'as des trucs. Bon, Superman, on sait pas si c'est vraiment un échec ou quelque chose qui a marché, mais bon. Franchement, c'est une de leurs meilleures années de ces dernières années parce que 2024, regarde, on a Red One, pas trop marché, Joker Folia 2, catastrophe, Beetlejuice, catastrophe, Blink Twice, je sais, non, celui-là, je crois qu'il a bien marché, Twister a pas trop mal marché, mais franchement, il y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent ces dernières années, quoi. Voilà, donc ça, c'est les infos. C'est les infos sur le rachat de Warner. Donc, c'est que des faits. On vous a dit, c'est du business, etc. Ça veut dire en outre que dans les 2 prochaines années, ça va pouvoir potentiellement se faire. Mais quel est vraiment l'impact sur DC? Parce que, comme vous l'avez vu, on a Zack Snyder qui fait une sorte de pressing. Notamment pour relancer un peu sa hype ou parce qu'il sait qu'il a toujours des fans, même si moi je pense que le gars est contre-productif, c'est un peu un problème. MGM, alors je sais que Amazon a certains droits, mais que je crois que ça a été racheté par Sony. Là il parlait pas d'Universal, hein. Enfin, on sait que en gros il y a plusieurs marques sur le coup. Disney, on peut oublier. Je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour eux d'aller racheter tout ça, à moins d'être gigantesque. Il y a, pour moi, il y a Universal, il y a Paramount et possiblement il y a du Netflix.
C'est ce qu'on avait entendu. Pourquoi Netflix? Netflix, en gros, a pas vraiment d'intérêt à aller racheter un studio de cinéma aujourd'hui. Parce que ils ont déjà leur prod. Ils peuvent déjà utiliser les catalogues des autres. On sait que parfois, il y a les Harry Potter qui sont sur Netflix, surtout à l'étranger, que ils ont aussi des films d'ici, etc. Alors, c'est vrai que maintenant, la plateforme HBO Max a ce truc un peu particulier. Enfin, pas particulier, c'est-à-dire qu'en gros, chacun a un peu sa plateforme. Et c'est vrai que je pense que Paramount Plus, par exemple, quand même un bon catalogue, mais pas grand monde qui l'exploite. La preuve, c'est que je crois gratuit si vous le prenez chez Canal en France. Donc, eux, ils auraient tout intérêt à faire un énorme catalogue avec HBO Max. Maintenant, il y a un truc qu'on ne prend pas forcément en compte quand on parle de ça, c'est que quand on rachète quelque chose, on en fait ce qu'on veut. Et qu'on l'a bien vu, je vous donne un exemple, Sony qui sous-traite auprès d'Amazon Prime pour faire Spider-Man noir, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, donc déjà, eux, ils n'ont pas de plateforme pour diffuser une série, Sony. Donc en gros, s'ils font une série, il faut qu'ils la diffusent ailleurs. Donc ils ont fait ce partenariat avec Amazon Prime, sachant qu'on savait qu'avant, il y avait d'autres projets de séries Spider-Man qui étaient prévus. Et quand on suit cette logique, il y a d'autres projets un peu comme ça. On sait que voilà, il y avait possiblement Prime aussi qui s'intéressait à James Bond. Rien n'indique que demain, si jamais Paramount qui n'a pas spécialement d'attache à DC, parce qu'en fait le problème c'est que si tu rachètes Warner, tu rachètes tout DC. Demain tu peux très bien revendre DC à un groupe X de publishers et te dire que tu divises complètement le DC Studio en te disant écoutez, oui, on a un truc qui s'est lancé avec James Gunn, bon peut-être qu'on gardera pas James Gunn, mais on va continuer son truc. Oui, c'est vrai qu'il y a le DC Elseworld qui est pas mal, mais en même temps il y a quand même beaucoup de fans aussi du Snyderverse. Donc si on vendait le Snyderverse par exemple à Netflix, pourquoi pas? Et si on disait que nous on produit le DCU et puis que peut-être qu'on met sur une autre filiale le DC Elseworld, tout est possible en fait. Bon, on va continuer puisque il y avait une interview intéressante. On a le youtubeur Boba Talks qui a eu l'occasion de faire une interview de James Gunn. Alors, petite interview, 15 minutes. Comme je vous disais, on va pas la regarder en replay parce que c'est en anglais et parce que c'est sa chaîne, etc. Par contre, avec ChatGPT, je me suis permis de faire un transcript pour pouvoir regarder un petit peu les questions qui ont été posées et de travailler tout ça. Merci à tous les gens qui s'abonnent au Twitch, vous êtes des amours. Freeze vidéo seulement d'ailleurs. Aïe, 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 aïe. Après, j'enregistre et tout. Bon, on verra. On verra. On va s'améliorer au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Alors, on va aller directement à l'essentiel et vous allez voir que James Gunn avoue lui-même que peut-être qu'il sera plus là pour la suite. C'est-à-dire qu'en gros, il sait qu'il va aller possiblement jusqu'à 2027 pour son Man of Tomorrow, mais vous allez voir que possiblement après, ce sera compliqué. Alors, on se la fait ensemble, on la lit et puis on en discute. Alors, vous avez eu quelques années particulièrement chargées depuis la création de DC Studios. Maintenant que la saison 2 de Peacemaker est terminée, que vous préparez Man of Tomorrow, comment allez-vous? Vous arrivez à dormir un peu? Oui, je dors vraiment bien ces temps-ci. La première phase était extrêmement intense et il a fallu tout mettre en place très vite. Maintenant, la situation est un peu plus gérable. En ce moment, je finalise la 4e version du scénario de Man of Tomorrow et c'est un projet qui m'enthousiasme beaucoup. J'en discutais ce matin avec ma femme. À la même étape, avant le film de Superman, je n'avais même pas commencé à écrire Peacemaker, c'était l'enfer. Aujourd'hui, je dois encore gérer pas mal de choses. Les scripts de Créature Commando, un script pour Mister Miracle, donc il confirme bien qu'il y aura Mister Miracle. Merci pour le sub, Furo. Les montages de Supergirl, c'est bien, mais c'est bien moins écrasant qu'avant. Dans le final de Peacemaker 2, on découvre la planète prison Salvation. Vous aviez évoqué que cela venait de Salvation Run dans les comics. Est-ce que d'autres concepts vous ont inspiré pour créer cette planète? Personnellement, les sons qu'on entend dans la forêt m'ont rappelé Dinosaur Island. C'est une bonne remarque. Et oui, il y a bien quelque chose là-bas. C'est un signe qu'il y a des choses dangereuses et c'est effectivement cohérent avec ce qui existe dans les comics. L'idée, c'est que cette planète n'a pas été pensée comme une punition, mais comme un moyen de se débarrasser des méta-humains de la Terre pour qu'ils arrêtent de s'évader et semer le chaos. Évidemment, c'est une décision moralement discutable. On se débarrasse de gens condamnés sans se soucier vraiment de leur sort. Mais à la base, ce n'est pas censé être un endroit où ils se font dévorer par des monstres. Ok. Donc voilà, en gros, Salvation Run, ça nous donne déjà des indices sur Man of Tomorrow. On nous a dit qu'on avait
Enfin, on va se rendre compte que Rick Flag est important là-dedans, puisque c'est lui qui prend la responsabilité de cette chose, et que probablement beaucoup de méta-humains seront envoyés là-bas, et que peut-être que Man of Tomorrow va sûrement se passer pas mal sur Salvation. On a aussi vu l'introduction de Checkmate. Pouvez-vous nous en dire plus sur son rôle à venir? Je ne peux pas dire exactement quand vous les reverrez, mais je peux vous en parler un peu. Le DCU, tout comme notre monde, est rempli d'organisations puissantes, des corporations comme LuthorCorp ou Lord Tech, des gouvernements, des groupes liés aux méta-humains, mais Checkmate c'est différent. Ce n'est ni un organe d'État, ni une entreprise, ni une équipe liée aux super-héros. C'est une organisation indépendante qui prétend vouloir rendre le monde meilleur, mais sans garantie qu'elle y parvienne réellement. Et c'est là où c'est complexe. Alors, il faut voir où ça va mener cette histoire, parce qu'en gros, l'idée, c'est de caler les personnages de Peacemaker quelque part pour les revoir plus tard, sans avoir à les lier spécialement à Peacemaker. C'est ce qu'on comprend au final. Puisque lui, il veut continuer avec ces personnages-là, les sortir quand même de l'organisation qu'on a vue jusqu'ici, j'ai oublié le nom évidemment, mais qui gère les méta-humains parce qu'ils sont en train de dévier à un côté de plus en plus chelou. Donc, en gros, ce serait de se dire, ok, on a quand même des gens qui veulent du bien aux méta-humains sans les exploiter en termes d'organisation, sans être une équipe de super-héros. Maintenant, à quoi ça va ressembler? Je sais pas. En gros, dedans, au final, on aime bien Adebayo, mais quel est son réel rôle, tu vois? Genre, qu'est-ce qu'elle va apporter? C'est la fille de Waller, certes, mais on a un hacker, un pro-tech, même s'il est chelou. On a en gros une méta-humaine qui est Bordeaux, et on a une espionne avec la femme de Gunn, quoi. Vers quoi ça va nous mener, on verra. J'ai pas le sentiment qu'ils auront un rôle gigantesque, on verra. Ensuite, où vont les arcs narratifs? Les intrigues de Peacemaker 2 ou de Lanterne semblent poser des bases d'arcs plus vastes. Est-ce que tout culmine vers Man of Tomorrow ou cela va plus loin? Oh, ça va beaucoup plus loin que Man of Tomorrow. À savoir si ce sera moi qui ira jusqu'au bout de cette vision dépendra du futur. Mais oui, le plan s'étend bien au-delà. Alors là, on a des versions résumées de ce qu'il raconte. Si on prend la phrase en entier, il dit, vous savez, la vie, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas qui peuvent m'empêcher d'être celui qui mènera cette vision à bout. Et là, il a un rire un peu nerveux en disant, bon, on verra, mais voilà, moi je lance le truc, on verra. Et je trouve ça assez intéressant de sa part. Donc ça veut dire qu'il en sait plus et que en gros, faut savoir que d'ailleurs Snyder et lui sont très potes. Enfin, ils se connaissent bien, quoi. Ils ont chacun leurs intérêts, ce qui est logique. Mais ça explique plus ou moins cela. En fait, pourquoi on développe tout ça, c'est vraiment pour que vous compreniez que y a quelque chose qui se trame en coulisses et que DC va forcément être impacté. Alors ça continue avec la malédiction autour de DC, c'est compliqué. Mais bon, on espère qu'il n'y aura pas un reboot, mais bon, continuons. Pourquoi Man of Tomorrow maintenant? Man of Tomorrow n'était pas le plan dans le plan God and Monster. Oh, je vais y arriver, on recommence. Man of Tomorrow n'était pas dans le plan God and Monster présenté sur YouTube. Qu'est-ce qui en fait la suite logique de Superman? Les projets de cette première phase étaient surtout des fondations. Man of Tomorrow, c'est une envie personnelle. J'ai toujours voulu approfondir la relation entre Superman et Lex Luthor, explorer leurs ressemblances et leurs différences. C'est ça qui rendrait ce film évident pour moi. Les premières images de Lanterns. Les fans de Lanterns attendent désespérément un premier aperçu. Est-ce qu'on pourrait espérer voir quelque chose avant la fin de l'année? Alors, j'ai vu les images actuelles, je ne sais pas du tout quand elles seront montrées au public. Ce genre de décision dépend surtout du marketing, et dans le cas des séries HBO, c'est différent des films. Je supervise le contenu, mais pas la planification des sorties. Ok. À savoir que Lanterns, je crois que c'est début d'année prochaine. Vous avez dit que Lanterns était un élément clé du DCU. Vous pouvez nous en dire plus? Les Lanterns sont des personnages essentiels, déjà par leur nature et leur symbolique, mais au-delà de la série, introduira des éléments qui ont des répercussions sur un avenir lointain. Donc moi, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo pour essayer de vous dire qu'est-ce qui va pouvoir arriver par la suite. Pour moi, j'ai le sentiment que Lanterns peut possiblement arriver à The Blackest Night. Donc, c'est un événement global où en gros, on a les Black Lanterns et qui est une sorte d'événement zombie qui pourrait aller dans ce truc Gods and Monsters. Why not? On verra. Ça paraît un peu tôt, mais en tout cas, ça peut lancer un arc là-dessus. Faudrait pas qu'ils fassent la même erreur de Marvel sur la saga du multivers, de lancer des arcs à foison et que finalement, il n'arrive pas à les refermer. Le projet Arkham. Vous aviez évoqué une série Arkham en développement dès votre arrivée chez DC. Est-ce qu'il y a encore une chance de la voir un jour?
Il y a toujours de l'espoir, mais personne ne travaille dessus actuellement. C'est un projet qui n'a simplement pas fonctionné, donc il n'est pas en développement pour le moment. Ok. Il y a aussi le Constantine 2. Ça, c'est vrai que c'est un truc dont on a parlé. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, le film Constantine, qui était un film d'ici, possiblement, moi, j'étais même pas au courant à la base, mais qui était avec Keanu Reeves, un film qui est trop bien. Et d'ailleurs, il y a un truc assez intéressant. J'ai vu un post qui disait que plein d'auteurs qui ont bossé sur Constantine disent l'avoir déjà rencontré dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a 4 ou 5 qui disent ouais, je l'ai vu ici, il était là, j'étais à Glasgow et je l'ai vu passer et c'était vraiment Constantine, j'ai discuté avec lui. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Bon, concernant les films Elseworld, on a entendu Keanu Reeves dire qu'un nouveau scénario de Constantine 2 était prêt à être soumis au studio. Est-ce que vous en avez discuté? Oui, j'en ai parlé avec Keanu et son équipe. Ce sont des gens talentueux que j'apprécie beaucoup, mais pour l'instant, je n'ai pas encore lu de scénario, donc rien n'est validé à ce stade. Ok. Donc voilà, petit remerciement, fin d'interview. Donc c'est quand même fou parce que c'est une petite chaîne, au point de vue des Américains, 137 000 abonnés. Petite chaîne qui a eu l'honneur d'interviewer James Gunn et je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti. On a eu plein d'infos, même si c'est pas rentré vraiment dans les détails, hein. Il a dû avoir des guidelines, mais bon, on sait que James Gunn, la dernière fois on avait dit, il parle beaucoup, mais je trouve ça vraiment cool qu'il aille justement se prêter au jeu des youtubeurs. D'ailleurs, c'est un truc que font beaucoup les Américains. On donne beaucoup plus de crédit à des youtubeurs qu'en France, malheureusement. En France, en gros, vous êtes soit journaliste, soit créateur de contenu, et même si le journaliste il fait 18 fois moins de vues, et ben en gros, on vous considère pas comme potentiellement une personne capable de mener ce genre d'interview, alors que moi j'ai fait ça pendant des années et des années. D'ailleurs, je crois que j'ai interviewé James Gunn pour les Gardiens de la Galaxie à l'époque. Mais voilà, très intéressant. Il y avait des concept art de Constantine avec l'acteur de Légion. Ouais. Donc voilà, en gros, si on doit résumer et clôturer, il y a de grandes chances que Warner finisse par être vendu. C'est dans le sens de l'action. Aujourd'hui, on en est au début, c'est-à-dire qu'en gros, on voit bien que dans les prises de parole de Warner, pour ceux qui se renseignent un peu sur comment ça se passe, on sent bien qu'il y a un vrai discours sur la valorisation de leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils vont pas vendre tant qu'ils n'auront pas le meilleur prix, parce qu'il y a on parle beaucoup d'actionnaires, après, c'est pas le sujet, mais on parle pas tant des projets, on parle beaucoup d'actionnaires. On sait que ça se fera pas demain, mais possiblement, comme le dit James Gunn, si ça se fait dans 2 ans, il y a des chances que lui saute, tout simplement parce que quand on achète des milliards, une nouvelle entreprise, bah, souvent on va pas garder les gens en place, on va plutôt mettre des gens que nous on connaît. Donc quel avenir pour le DCU, on verra bien, mais lui-même l'avoue que possiblement il n'aura pas l'occasion de revenir dessus. Et encore une fois, comme je vous le disais, une fois qu'ils acquièrent toutes ces licences, rien ne les oblige à les garder. S'ils se rendent compte que le DC c'est trop le bordel et que même si ça a du potentiel, bah ce qu'a fait James Gunn ne fonctionne pas, ils peuvent très bien le vendre à quelqu'un d'autre qui en fera totalement autre chose. Et à ce moment-là, ils feront ce qu'ils veulent. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, les amis, de tout ça? Blackest Night, je n'y crois pas du tout, trop compliqué pour le grand public. Alors, il y a un truc qu'avait dit James Gunn, sur lequel je suis assez d'accord, c'est que on a toujours l'impression, nous les gros nerds, que c'est trop compliqué parce qu'on aime tout savoir. Mais à un public, tu lui dis, voilà, il y a un méchant, il a un anneau noir, et cet anneau noir, il permet de ressusciter les morts et de transformer les vivants en zombies. Enfin, il y a rien de compliqué là-dedans, hein. Faut vraiment se rendre compte de ça, c'est que très souvent, on croit, nous, que c'est trop compliqué, mais tu l'expliques en 2 phrases, le gars dans sa salle de cinéma, il fait « Ah ouais, cool !» Enfin, il y a rien de compliqué là-dedans. Ce serait vraiment dommage que le DCU coule avec des histoires de rachat. Bah ouais, mais malheureusement, surtout à Hollywood, l'argent fait tout, les amis, hein. L'argent fait tout.